en noir et blanc, avec un talent, avec des scènes, bref, une sorte d'impression rétinienne, d'impression du cœur, je dirais presque touché au plus profond. Et ce n'est pas le moindre des effets produits par les documentaires de Frédéric Waisman. Alors, voilà, si vous voulez, on pourrait baptiser cette soirée regard au pluriel et vulnérabilité. Sont ces deux choses que nous pourrions explorer ensemble. Je vous propose d'écouter et d'interpeller dans une deuxième partie. Vous savez, il y a toujours la fameuse deuxième partie où on dit qu'on va donner la parole au public et on ne le fait jamais, mais si, on va le faire. Et donc, sous l'égide de cette envie d'être en face du réel, sa représentation et la manière dont on arrive à produire ça, et là, pour le coup, la réalité des questions posées, à savoir, par exemple, les services publics. Je parlais du livre de Victor Castanet, mais on va parler d'un autre livre, le tien, Service public empêché, au PUF, je vous le montrerai, comme à la télé, qui sort demain, et qui est là également absolument remarquable. C'est une sorte de somme complémentaire au travail très pointu de Victor. Donc, il y a à nos côtés, je te remercie énormément d'être là, Jean-Xavier de l'Estrade, qui est un confrère du prix Albert Londres. Assieds-toi, Jean-Xavier. Vous avez le droit de vous asseoir aussi. Jean-Xavier, c'est notre gloire à nous, au prix Albert Londres. Oscar, quelqu'un qui est passé du reportage, du documentaire, à la fiction, qui a occupé des postes de responsabilité, qui en occupe. Et donc, voilà, je veux dire, un regard très aiguisé, d'exigence, ce qui fait que parfois, dans les jurys, il y a des débats importants. On y reviendra. Au passage, juste le prix Albert Londres, c'est une association, c'est une amicale. C'est pas le prix Pulitzer qui est une sorte d'entreprise à l'américaine. Wow. Nous, voilà, on est quelques dizaines. Je vous l'ai dit, il y a des amis qui sont là dans la salle. Et tous les ans, nous essayons, tant bien que mal, de désigner auprès de candidats qui n'ont que 2 critères à respecter, avoir moins de 40 ans et être d'expression française, et le reste, tout fonctionne, en presse écrite, en vidéo et en livre. Et donc, il y a beaucoup de candidats, nous essayons le mieux possible de tout explorer, de tout lire et de faire en sorte que le résultat final corresponde à une exigence importante de vérité et de qualité. Alors, il y a Charlotte Garçon, qui est rédactrice en chef adjointe. Il faut faire attention si le chef est là. Des cahiers du cinéma, et donc qui connaît particulièrement bien l'œuvre de Fred Waisman. Je dis Fred comme ça, j'ai l'impression d'être plus proche de cet homme que je n'ai pas la chance de connaître. Et puis, à titre personnel, et il y a Nadège Vézina, qui est sociologue, qui enseigne à Paris 8, et qui est donc l'autrice de ce livre consacré au service public. Alors, j'ai dit qu'en ouverture, nous avions cette double
ce double titre, si vous en acceptez l'augure, c'est-à-dire regard et extrême fragilité, vulnérabilité, ça rappelle, je vais aller chercher mes documents, mais bon, je n'ai peut-être pas besoin, après tout je le connais de mémoire, ça rappelle un peu, toute proportion gardée, le travail du reporter Albert Long. Albert a essayé lui aussi d'aller dans les asiles psychiatriques, comme Fred Wiseman, de s'interroger par exemple aussi sur la prostitution, à une époque où peu s'y intéresser réellement. Il est allé à Buenos Aires, a fait une grande enquête, et comme il a été très critiqué, là aussi il a essayé de mettre les choses au point en disant oui, je suis allé au Bagne, à Biribi, dans tous ces lieux de reportage, mais c'est pas pour vous raconter des histoires, parce qu'il y en a de plus drôles. Ça, c'est un peu le sens de ce qu'il écrit. En fait, c'est pour essayer de voir l'invisible, ce qu'on a rendu invisible, ce que, à force d'avoir sous le nez, on ne regarde plus. Et donc, il dit de juger la chose jugée, c'est-à-dire de pouvoir apprécier ces personnes, ces situations, ces moments de relations très, on ne peut pas plus humaines, de les donner à votre appréciation par l'entremise de mon regard, l'entremise de mes mots qui décrivent ce que je vois. Voir. L'entreprise est tout à fait essentielle. Voir et donner à voir. Et c'est bien ce qui s'est passé ce soir avec ce film et les 46 œuvres de Fred Wiseman. Voir, donner à voir, et puis après, chacun pense. Et peut penser des choses radicalement différentes sur la manière dont les uns et les autres se comportent. Alors, il y a un truc assez étonnant, c'est que, enfin c'est pas étonnant, tout le monde ne connaît pas l'œuvre de Wiseman. Et notre ami sociologue ne connaissait pas ce film, et donc je serais curieux d'avoir ton avis, toi qui observes en sociologue le soin, l'hôpital, mais aussi plein d'autres choses de cet espace-là. Comment tu as ressenti le film de Wiseman? Merci beaucoup. Je suis en effet sociologue et j'ai découvert à l'occasion de l'invitation à venir discuter, spécialiste de la santé, du travail, ce documentaire. Moi, il m'a surpris, j'ai été très impressionnée sur deux points, à la fois sur le fond et la forme. Sur le fond, je trouve qu'il donne à voir des choses en laissant le terrain parler de lui-même, sans voix off, sans explication. En sociologie, on a deux façons de faire de la sociologie. On a de la sociologie qu'on appelle inductive. On va sur un terrain sans savoir ce qu'on attend de son terrain et on laisse le terrain venir à nous et nous donner des choses. Et là, ça serait finalement du film inductif et on a de la sociologie déductive. On a des idées, on a des hypothèses et on va chercher à les valider ou à les invalider sur le terrain. Et bien là, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir affaire à un film inductif où sur ce fond, sur cette forme, pardon, ça parle de lui-même, avec des scènes extrêmement... je ne m'attendais pas au départ, vous avez peut-être été surpris pour ceux qui ne connaissaient pas, des scènes très crues, finalement, où on vous entre dans la chair, l'organe, finalement une certaine déshumanisation des corps, pour mieux montrer à quel point, et là j'arrive sur le fond, à quel point les problématiques de santé qui sont traitées ne sont pas que des problématiques de santé. Ce sont des problématiques sociales avant tout. Et c'est l'articulation, on voit bien finalement que derrière toutes les scènes et tous les cas de figure, je pense la pauvreté, l'alcoolisme, l'enfance, l'aide à l'enfance, enfin, je fais des liens avec des structures françaises bien sûr, mais on retrouve finalement
des problématiques sociales fortes, des vulnérabilités sociales qui sont mises en avant. Et finalement, chacune des scènes, elle montre les motifs structurels qui sont à la base de ces situations. Et un dernier point sur la forme qui m'a aussi extrêmement surpris, parce qu'on ne sort pas de l'hôpital. Là, pendant 1h30, on est dans l'hôpital. Et on voit la ville, on voit New York par l'hôpital seulement. Sauf, et cette scène de fin, vous venez de la voir, moi je ne l'ai pas revue ce soir, mais elle m'a encore marqué. On sort, on a la ville par tout ce qui se déverse à l'hôpital. Et finalement, la ville, on la voit qu'à la fin. Et je ne sais pas exactement, je ne m'y connais pas bien en film justement, mais où il dézoome sur la ville et on sort enfin de l'hôpital et on voit la ville à la fin. Parce qu'on a vu tout ce qui était dedans et tous ceux qui étaient dedans, ceux SCE et CEUX aussi, les personnes. Jean-Xavier, quand je t'ai dit, bon ben voilà, il y a une soirée avec Fred Wiseman, tu m'as dit, waouh, Wiseman. Et je voudrais savoir, en particulier à la lumière de ce film, comment tu perçois, tu apprécies, tu mesures, toi qui as fait reportage, documentaire, fiction, l'apport de Wiseman, le style, en gros. C'est une très très vaste question. Ce qui est certain, c'est que, pour moi, de mon point de vue, moi j'ai grandi et j'ai formé mon regard avec 2 maîtres, ce que je considère comme étant 2 maîtres absolus, qui sont Raymond Depardon et Frédéric Wiseman. J'ai l'impression d'avoir tout appris en regardant tous leurs films qui étaient disponibles au moment où je pouvais les regarder, quand j'avais 20 ans, 21, 22, 23 ans. Donc je me suis vraiment nourri de leur regard, de leur manière de filmer, de leur manière d'être. Et vous venez de le souligner, mais c'est vrai que ce qui frappe, il y a des similitudes entre les deux. Mais quand Raymond Depardon va filmer dans le 5e arrondissement en commissariat de police, quelque part, il n'est pas très éloigné de la manière dont Wiseman va filmer aussi en commissariat de police à Kansas City à la fin des années 60. Il y a ce regard qui laisse avant tout parler les situations. Aujourd'hui, où on est absolument saturé de discours sur le discours, là, on laisse chaque spectateur, chaque spectatrice se faire sa propre histoire. On regarde des choses parfois violentes, des choses qui nous interpellent, qui nous secouent. Parfois, on ne comprend pas toujours le sens, on ne sait pas toujours ce qu'on veut nous raconter, mais peu à peu se tisse cette forme narrative, tisse une narration pour chacun des spectateurs, et à chacun donc de construire son propre film et son propre sens. Donc ça demande au spectateur une attention et aussi ça fait confiance au spectateur, au sens où je pense que quand on regarde ce genre de film, on se sent plus intelligent d'une certaine manière à la fin. Donc, voilà, c'est ça. Et je n'ai eu de cesse, en faisant le documentaire, j'ai presque parfois, au début, de copier un peu ce type de regard, ce genre de démarche. Je suis allé filmer dans un commissariat en Afrique du Sud, je suis allé filmer l'hôpital général de Washington en 96, et j'avais regardé 3-4 fois avant la film que vous venez de voir. Bon, j'ai constaté que... Et aussi, je m'étais dit, on restera à l'intérieur des urgences, on ne sortira pas, on n'en fera rien de la ville, tout est là, de toute façon, toute la ville, enfin, en tout cas la misère est là devant nous, elle s'exprime, et il suffit de la filmer, de bien la filmer. Toute la question étant, mais bon, je ne veux pas aller trop loin, mais sur comment on respecte
les gens que l'on filme. Ça, c'est voilà, c'est une question qui peut évoluer avec le temps, mais voilà. En tout cas, oui, quand tu m'as parlé de Weizmann, c'est un phare absolu. Charlotte, alors parlons justement de cette méthode. Ouais. Oui, effectivement, parce que Weizmann, on disait, vous parliez de regard, Oui. mais en fait, Weizmann, c'est important de savoir que certes, il a un système de signes avec son opérateur. Il n'en a pas eu beaucoup des opérateurs sur ces 46 Donc il a films. Là c'est William Brain. un opérateur. Il en a eu en tout 3 ou 4 voilà, sur toutes ces décennies, mais donc il a vraiment un opérateur attitré. Il a quelqu'un qui change qui les assiste pour changer le magasin de pellicule. Alors ça, faut... Voilà, on est en pellicule, on est en Super 16, en 16, pardon, en 16 mm. Donc il faut... Ça dure quoi? Un quart d'heure, 20 minutes, le magasin? 11 minutes. minutes. Ce qui est fou par rapport à ce que nous voyons. Et donc ça pose tout de suite la question de plan de coupe, en tout cas d'articulation, et le montage est important. Mais bon, oui, avant alors, ça, il y a le son. Ce qui est important de savoir, c'est que Weizmann lui-même, il fait le son. C'est-à-dire Voilà. qu'il est à la perche, et donc, vous parliez de regard, mais en réalité, c'est les oreilles. Là, Weizmann, c'est vraiment les oreilles, et c'est pas juste anecdotique, enfin, c'est pas... puisque, en fait, c'est tout à fait vrai que dans son style, il n'y a pas ni de carton explicatif, Ouais. ni d'entretien, ni d'explication off, de voix off, etc. Bon, ça, on voit ce dénuement, cette épure, etc. Mais en même temps, c'est un cinéma du discours. On voit bien que, vous disiez, Albert Long disait, je ne vais pas vous raconter des histoires. En réalité, les personnes qui filment sont toujours à revenir à du discours. Alors, comme on est à l'hôpital, bien sûr que leur corps déborde. Leur corps les dépasse et il y a des situations dans la vie où on ne peut plus se ressaisir par le discours. On ne peut plus se raconter parce qu'on est on est débordé par des fois la mort qui approche, quoi. Et d'ailleurs, je trouve que dans le film, la situation qui est presque la plus existentielle ou métaphysique, c'est ce jeune homme. Et évidemment, c'est aussi la situation la plus comique du film. Ce jeune homme qui dit « je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir », qui vomit de manière profuse. Et en même temps, nous, me semble-t-il, spectateurs, pendant toute la séquence, on a quand même le médecin à côté qui dit « non, non, mais c'est bon, je vous ai donné ça, vous allez vomir et ça ira mieux après, etc. » Donc en réalité, il n'y a pas de suspense un peu mal, comment dire, moralement, enfin, éthiquement problématique, parce que nous, on sait qu'il va s'en sortir, mais en réalité, il en fait pleinement l'expérience de la terreur, de la mort, ce jeune homme. Donc en fait, quand même, Weizmann montre des gens qui, toujours, dès qu'ils peuvent, ont recours au discours. Et même dans la pire situation comme l'est ce jeune homme, qui croit qu'il s'en est fini de lui parce qu'il a pris une mauvaise drogue, il se raconte et il est quand même beaucoup question. Ce sont des scènes de discours, les séquences de Weizmann. Donc il y a une espèce de tension entre le corps qui déborde de partout à l'hôpital et qui est en danger, mortel, et en même temps le fait qu'on ait des êtres de discours. Alors, juste un autre élément qui va aussi dans le sens de ce dont parlait Jean-Xavier, et vous aussi, c'est cette sorte d'étrangeté qui fait qu'à aucun moment, personne ne regarde l'objectif de la caméra, personne n'interpelle l'équipe, parce que dans la situation désespérée, entre guillemets, de ce jeune homme, il aurait pu tout à coup s'adresser à Weizmann, au caméraman, et dire « et vous, et alors l'image ?» Et il ne se passe pas ça. Est-ce que, d'après ce que vous en savez, il a coupé ces moments qui ont peut-être existé, ou a-t-il à ce point apprivoisé le public qu'il tourne à l'existence, à la présence de la caméra, qui fait qu'il est devenu lui-même invisible? Bon, après, je laisserai le cinéaste répondre, parce qu'en tant que cinéaste... C'est une vraie question dans l'efficacité du tournage. Oui, d'après ce que Weizmann
dit, je pense que les deux se rejoignent. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est que pendant une grande partie de sa filmographie, il filme aux États-Unis. Et que quand même, la culture américaine, les Américains, enfin, je veux dire, il y a une familiarité avec une présence médiatique, pour pas dire une caméra, je peux pas dire une caméra de cinéma, faut pas exagérer, mais en tout cas une présence... Une scène, c'est voilà. déjà important. Une présence médiatique, un regard, le fait qu'on ait peut-être regardé un peu tout le temps, etc., qui familiarise de manière... comme ça un peu diffuse et qui fait que c'est pas forcément un aussi grand événement. Bon, ça ce serait une hypothèse un peu comme ça culturelle, un peu générale. L'autre chose, et dont on n'a pas encore parlé, mais qui est que le deuxième très grand travail de Wiseman, à part de prendre le son puis d'indiquer un peu les grosseurs de plan qu'il doit à son opérateur avec des signes, bien sûr, c'est le long temps qu'il consacre au montage. Donc en fait, c'est pas il va pas remonter à l'intérieur d'une séquence, il va pas enlever la chronologie de ce qui se passe dans une situation, bien sûr. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle le découpage, et donc comment il choisit telle ou telle séquence, et puis comment il les agence, comment le film se déroule. Donc ça, ce sont à chaque fois des choix. Et donc, au niveau du montage, à l'intérieur d'une séquence, bien sûr que là-dessus, si quelqu'un fait l'histrion, si quelqu'un joue pour la caméra selon lui, il le coupe. Parce que c'est pas ça qui l'intéresse. Mais j'allais dire, il aurait le droit en tant que cinéaste, au contraire, j'allais dire un peu comme Raymond Depardon, de laisser des moments d'interaction. Des moments où, par exemple, dans Profil paysan, où quelqu'un offre une cigarette au cinéaste et on voit, voilà, on a l'impression que le quatrième mur est franchi, etc. Il y a des cinéastes, il y a des documentaristes qui aiment laisser ça, parce qu'ils ont l'impression sinon peut-être de mentir sur leur subjectivité, voilà. Wiseman, c'est pas ça qui l'intéresse. Évidemment que pour lui, on sait que quelqu'un filme, quelqu'un prend le son, il y a bien quelqu'un derrière la caméra, mais c'est pas... Alors il dit, avant de demander à Jean-Xavier ce qu'il pense là, de cette pratique et de cette question de devenir invisible, Wiseman dit que la présence de la caméra ne change rien ou change les choses qu'à la marge. Et donc, voilà, il ne sent, en quelque sorte, il ne se rend pas coupable d'être présent comme une forme d'altération de la réalité. Parce que la caméra serait là, la réalité serait changée. Et il parle d'Eisenberg et du chat d'Eisenberg. C'est-à-dire que le chat est toujours vivant, ou il est mort, mais il est ça ou ça. Il n'y a pas... l'arrivée de la caméra ne change rien. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Xavier? J'en pense que l'arrivée de la caméra change tout. J'en pense que... Mais ça ne veut pas dire qu'on change... Enfin, c'est quelque chose de très paradoxal. C'est-à-dire que c'est totalement illusoire de penser qu'il se passerait la même chose avec la caméra ou sans la caméra. Même si on fait des efforts pour être invisible, on n'est jamais invisible. Même si c'est une toute petite équipe, là, Wiseman, il y a un cadreur, lui fait le son, ils sont deux, ils sont discrets, mais en fait, moi je crois plutôt au fait que c'est un peu comme des chamans, un peu les cinéastes. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans une réalité et ils vont juste provoquer par leur présence le fait que la réalité, ça va être une réalité augmentée. Ça ne va pas être tout à fait le même réel que s'ils n'avaient pas été là, mais le fait de leur présence va faire que, en fait, on va avoir ce réel-là, mais ce réel plus 10%, plus 20%, plus 25%. Et quelque part, ça ne change pas l'essence même du réel. Sauf que je suis persuadé qu'on va juste en avoir un goût un peu plus fort. Mais c'est totalement, j'y reviens, c'est totalement illusoire de dire non, le réel existe en soi, qui est caméra, pas caméra, équipe, pas équipe. Non, la présence de deux êtres humains en plus, c'est Bachelard qui l'a dit en tant qu'observateur d'une... Si un scientifique qui observe une expérience, il change l'expérience. C'est fondamental. Et là aussi, on change quelque part, on change le réel,
Mais encore une fois, c'est peut-être un réel qui va être plus vrai que le réel sans l'équipe. Oui, ce que Wiseman résume, enfin, c'est pas tout à fait équivalent, mais tout de même, en disant, de toute façon, on joue tous notre rôle, mais on n'est pas assez bons acteurs pour jouer en plus un autre rôle pour la caméra quand je suis là. Ah oui. Donc, vous voyez. Alors, parfois, ce plus de vrai a été jusqu'à provoquer la censure. Il y a un film de Wiseman qui a été censuré. Qui est lequel, Charlotte? Le premier, hein, c'est celui sur les asiles psychiatriques. Alors, c'est intéressant d'avoir le texte du juge. Qu'est-ce qu'il dit? Il dénonce, lui, le fait qu'il n'y a pas de commentaire off. Il dit, il n'y a pas d'explication accompagnant les images. Il n'y a pas de sous-titres. Chaque spectateur est laissé à sa propre opinion quant à la détermination du contexte et de ce qui est montré. Et le juge dit, ça c'est un morceau de commercialisation abjecte, utilisant la solitude, la misère, la dégradation et l'horreur des vies de ces êtres humains infortunés. C'est pour ça que je censure ce film. Formidable. C'est-à-dire que le juge a en fait tout compris. Et qu'effectivement, c'est la démarche même de Wiseman qu'il ne veut pas voir. Et quelques temps plus tard, le film, 20 ans plus tard, il ne pouvait toujours pas être diffusé sans d'importantes restrictions. Il y a eu un nouveau juge qui, lui, a eu une autre idée, au lieu de tout supprimer. Qu'est-ce qu'il dit? Il a proposé de lever les restrictions à condition que les visages soient masqués ou brouillés. Brouiller les visages, un film sans visage, un film sur les déjà invisibles, volontairement invisibilisés. Là, j'emprunte des choses à Constance Rivière qui a écrit ce livre absolument remarquable sur l'œuvre de Wiseman qui s'appelle La vie des ombres. Mais donc voilà, il y a cet enjeu. Alors je voulais vous poser une question par rapport aux contraintes actuelles. Aujourd'hui, il y a aussi le droit à l'image. Il y a tout ce qui entoure la préservation des visages, des identités dans telle ou telle situation. Il y a toute une jurisprudence là-dessus. Est-ce que vous pensez que le Wiseman actuel, je pense à tous les amis ici qui font de l'image, n'est-il pas, lui, exposé à des difficultés radicales par rapport à ce qu'on voit faire de Wiseman dans ces années-là? Ça pourrait expliquer pourquoi plus son œuvre avance, mais en réalité j'ai d'autres explications pour, mais pourquoi il s'est intéressé de plus en plus aux arts vivants. C'est-à-dire que souvent, c'est-à-dire qu'il a commencé à filmer une troupe de ballet à New York, puis la Comédie Française au milieu des années 90, le Crazy Horse, etc. Bon, en réalité, c'est parce qu'il a un goût pour le théâtre, et on en reparlera peut-être. Cette dramaturgie, elle est là aussi quand il construit un documentaire. Mais en réalité, ça pourrait aussi être une raison un peu bassement juridique, qui est que par quand on rapport filme à des gens... l'impossibilité. Oui, parce que quand on filme des gens dont le métier, c'est d'être en représentation, il y a peut-être moins ce problème. En réalité, il est tombé sur des syndicats très très puissants à l'intérieur de la Comédie Française, et il a dégusté là-dessus parce qu'il n'était pas au courant. Parce qu'il y a ça aussi quand même, c'est qu'il y a une culture différente du droit à l'image, là encore aux États-Unis et en France, et notamment dans la sphère judiciaire, puisque aux États-Unis, ça me semble logique, un service, une institution publique doit au peuple la transparence. Donc Wiseman a pu filmer en 72 Juvenile Court, le tribunal pour enfants. Voilà, et Domestic Violence, on voit aussi des scènes de tribunal concernant, beaucoup plus tard, en 2006, je crois, sur la violence domestique. Donc filmer le tribunal, c'est toute une affaire pour de pardon, c'est moins une affaire, par exemple, pour Wiseman, parce que le droit américain là-dessus est beaucoup plus ouvert. Jean, vous aviez filmé un tribunal, ça te rappelle des souvenirs? Oui, mais je crois qu'on ne pourrait plus faire hospital aujourd'hui. Même aux États-Unis, c'est
enfin, les derniers films documentaires que j'ai fait aux États-Unis, ça date maintenant depuis. Enfin, le dernier qui était la fin de Soupçon, c'était 2017, c'est pas si vieux que ça, mais on avait une armée d'avocats face à nous, parce que il faut avoir le consentement évidemment de chaque personne filmée. Et là, tout à l'heure, je vous avais évoqué, par exemple, ce jeune étudiant qui arrive aux urgences, qui visiblement a pris trop de substances et qui croit qu'il va mourir, qui vomit. Forcément, il est filmé dans une position de faiblesse. Il est filmé. Est-il en capacité de donner son consentement? Éclairé. Sans doute que non. C'est un papier qu'on fait signer, c'est ça? C'est un papier, c'est un contrat qu'on fait signer, effectivement. On imagine mal. Voilà. Je pense, et aujourd'hui, ce type cette scène-là, il faudrait 2 ou 3 jours ou 4 jours plus tard, ou une semaine plus tard, aller revoir cette personne. Lui, on a filmé ça, comme ça, est-ce que vous acceptez que cette image soit diffusée? Évidemment, il refuserait. Et ce qu'on voulait dire, c'est qu'à l'époque, il fait signer les autorités de l'hôpital, et c'est tout. Et c'est tout. Oui, il est là pour l'institution, il faut les rappeler, c'est-à-dire que effectivement c'est un service public, donc il y a un droit de transparence, que ce soit la justice, la police, la santé, l'école, toutes ces institutions, le public est en droit de connaître comment elles fonctionnent. Donc on est en droit d'aller voir et vérifier comment elles fonctionnent avec une caméra. Ça c'est un droit fondamental. Mais aujourd'hui, on ne peut plus vraiment l'exercer de cette manière-là, parce que est érigé le droit individuel devient plus fort que le droit de l'institution. Donc ce voyage, dans les institutions, il faut aussi parler de l'extraordinaire diversité des sujets abordés par Weisman, aussi bien les asiles que les zoos, près de 4 films faits sur les animaux. Tu en as parlé, la culture, et donc c'est quand même un voyage tout à fait étonnant, et il dit que ce premier film a été en fait le générateur pour traverser tous les drames humains, qu'ils soient souriants ou beaucoup moins souriants. Et juste préciser une chose par rapport à Hôpital, le père de Weisman était médecin juif, qui n'avait pas l'autorisation d'exercer dans le grand hôpital de New York. Et cela explique en partie, dans la genèse de l'histoire de l'Israel Beth Hospital, sa construction, parce que, voilà, il a bien fallu que la communauté juive se dote d'un hôpital, et c'est ce qu'elle a bel et bien fait, avec en particulier le père de Weisman. Et donc, il y a aussi cette distance qui existe chez Weisman, d'être accepté ou pas. Il avait connu une enfance avec des rejets, y compris à l'université. Il y a certainement là quelque chose qui explique une sorte de distance, de volonté d'aller regarder un peu le fonctionnement des institutions qui n'avait pas été tendre avec lui et la famille. Je voulais réagir, mais entre la revanche vis-à-vis de l'institution hospitalière ou le fait, ce que je voulais échanger un petit peu avec l'interprétation de ce jeune homme, est-ce qu'il se laisse filmer vraiment au nom du droit à la transparence, de l'hôpital comme ça explique? Et on a chacun notre interprétation. Moi, je ne l'ai pas du tout vu comme ça. Moi, je l'ai vu presque, l'hôpital est un lieu de contrôle social. En tant que lieu de contrôle social, eh bien, il impose au jeune homme. Ce n'est pas un droit de la transparence. Il ne peut pas lui aller contre. On lui inculque, alors à la fois, moi je l'ai vraiment vu comme ça en me disant, ah c'est fou, parce que c'est vrai qu'en tant que sociologue qui fait de l'observation, je ne peux pas, déjà quand je sors un petit dictaphone ou que je prends un cahier pour prendre des notes, je casse l'interaction. Oh, regarde, la dame elle prend des notes. Qu'est-ce qu'on a dit d'intéressant, madame, vous me dites?
faites comme si j'étais pas là, je faites sans moi. Et ça y est, je casse l'interaction dès que j'observe quelque chose, que ça soit en santé. Et à partir, ça et donc cette dimension, moi j'y voyais plutôt, je reviens sur non pas un droit à la transparence, mais vraiment l'imposition de l'hôpital est un lieu qui va apprendre à être un bon patient. Un bon patient, il attend. Ne paniquez pas, monsieur, vous allez être sauvé. Un patient, c'est l'interaction entre le soignant qui vient chercher des informations auprès de la dame pour sauver sa maman, et là on voit, c'est fabuleux, cette interaction, tu disais tout à l'heure sur le discours, il y a peu de paroles, mais les paroles sont extrêmement importantes. Moi j'ai trouvé ce passage-là, moi, qui m'a presque le plus saisi, parce que qu'est-ce qui se passe? On est en plein ce qu'on appelle en sociologie le drame social du travail. L'urgence est toujours plus forte d'un côté de la barrière que de l'autre. Et oui, et elle veut juste les sauver là, la maman. Oui, mais lui, pour pouvoir travailler correctement, il a besoin d'avoir des informations, le plus d'informations possible sur ce qu'elle prend, Donc, et on retrouve ça dans tous les services publics. Quand vous avez attendu dans une préfecture qui a été faire un temps d'attente à n'importe quel guichet, prenez n'importe quel guichet, ça marche. Vous allez attendre longtemps, et la personne, elle a que 5 minutes pour vous recevoir. Ben oui, parce qu'elle a d'autres urgences, donc elle va vous mettre en stand-by. Donc on retrouve tout ce contrôle social, et on va normaliser le bon patient, le mauvais patient, le bon usager, le mauvais usager, le bon spectateur de cinéma, le mauvais spectateur, etc. Vous voyez? Et ça, c'était intéressant. Alors, ça va pas à l'encontre, mais ça peut être une autre possibilité. Oui, mais là-dessus, je voudrais juste dire quand même que selon ce point de vue, on pourrait dire que Wiseman est très critique par rapport à l'institution, et c'est vrai dans ses premiers films, et là on voit qu'il y a beaucoup de policiers à l'intérieur on voit beaucoup de policiers en uniforme à l'intérieur de l'hôpital. Si on voit son tout premier, c'est un hôpital psychiatrique mais pénitentiaire, ce sont des détenus qui ont des gros problèmes psychiatriques, mais voilà, uniquement des détenus. Donc, et puis son deuxième film, son troisième film, c'est Law and Order, donc il suit une patrouille de police. Donc bien sûr que ce côté loi et ordre, qui était le slogan politique de l'époque, il y est sensible et il en fait la critique. Mais il me semble que son cinéma serait moins intéressant s'il se limitait à ça. Or, à chaque fois, à l'intérieur des situations, même ça, je trouve que c'est complexifié. Par exemple, je vous donne l'exemple qui, moi, me frappe dans Hospital, c'est les 3 coups de téléphone qui sont passés. Le premier, le type qui dit, bon, on a récupéré tel patient, mais en fait, vous l'avez vraiment mis en danger parce que vous ne nous avez pas donné les informations qu'il fallait. Le deuxième coup de téléphone, c'est l'infirmière un peu en catimini qui essaye de passer un coup de fil pour peut-être récupérer le petit garçon que sa mère a laissé se défenestrer, enfin, truc horrible de négligence, et on voit qu'elle n'y arrive pas parce que sa hiérarchie derrière dit que c'est pas réglementaire. Et le troisième, c'est le psychiatre qui devient dingo parce que l'aide sociale derrière ne peut pas suivre ce qu'il prescrit pour ce mineur qui est obligé de se prostituer. Et donc, comme par hasard, ces 3 coups de téléphone, donc là, Wiseman, monteur, il a choisi ça, il a choisi ce type de situation de parole à distance, mais comme par hasard, ce sont des gens qui sont des représentants de l'institution de l'hôpital, qui sont dans une posture quand même d'autorité, à différents niveaux, et qui en fait eux-mêmes, le tapis de notre représentation du système de pouvoir est un peu tiré sous nos pieds, parce qu'on s'aperçoit qu'eux-mêmes en fait, ils n'ont pas vraiment le pouvoir dans une autre sphère. Donc ça c'est assez génial, enfin il y a ça dans tous les films de Wiseman, c'est-à-dire que dès qu'on croit qu'on est tranquillement assis dans notre posture un peu de satiriste, enfin, ou de critique, en fait c'est hyper ça n'est pas aussi ça. Déstabilisant. Ouais. Et alors, justement, Wiseman dit à propos de tous ces lieux avec des distributions de rôles qui ne sont jamais définitives. Je choisis toujours un lieu qui a une bonne réputation, une bonne école, un bon tribunal. Je ne veux pas que mon film soit simplificateur. Donc, pour que la complexité de la réalité demeure, il faut que l'institution décrite soit déclarée bonne. Après, je fais mon travail. Et c'est ce qui explique aussi que lorsqu'il a tourné sur les choses militaires, et qui a été d'ailleurs emprunté par Kubrick pour Full Metal Jacket, il en parle souvent, Wiseman, le Pentagone n'a pas censuré ce film. Il est passé tel quel. Et donc, voilà, cette complexité de la lecture est effectivement tout à fait riche et multiple.
Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est quand même évoquer l'hôpital, le fond. Ce matin, on entendait Victor Castanet qui parlait de son travail sur les crèches, les ogres, et il utilisait un mot qui est low cost. C'est-à-dire qu'on cherche à faire des économies et à faire en sorte que le service rendu existe toujours, mais en fait de façon dégradée. Toi, tu as fait un livre qui sort demain, qui s'appelle « Le service public empêché ». Et donc, je voudrais savoir, du point de vue du fond, comment tu vois ce que montre Wiseman par rapport à aujourd'hui. Y a-t-il une permanence de ces problèmes? Est-ce que ça s'est aggravé? En quoi les frictions, les difficultés qu'on voit chez Wiseman perdurent-elles ou pas? Aujourd'hui, le constat de Wiseman aux États-Unis dans les années en 69, c'est qu'aujourd'hui la France, ça demeure. Et pour rebondir sur l'exemple qui a été donné, que je trouve très intéressant, les 3 coups de fil, on retrouve aujourd'hui à l'hôpital le même manque de coordination entre les services, entre les métiers. Et finalement, si vous n'avez pas une bonne coordination, vous n'avez pas des prises en charge optimales. Ça fonctionne. Et c'est ce que j'ai appelé le service public empêché, parce que dans le service public empêché, il y a l'empêchement au sens commun qui s'arrête, qui ne marche pas, donc on empêche quelqu'un de passer, mais il y a aussi empêché dans le sens gêné. C'est gêné, ça fonctionne quand même. Et finalement, le service public et l'hôpital en est un super exemple, parce que les brancards qui restent, ben oui, mais vous allez attendre, il n'y a pas assez de lits, l'insuffisance de lits, mais ils reçoivent quand même. Ça reste ouvert, la continuité du service public fait que c'est ouvert 24 heures sur 24. Mais il est empêché, il a du mal à fonctionner, c'est pas optimal. Et c'est à la fois source de souffrance pour les soignants, pour les personnels, soignants et non soignants d'ailleurs, comme pour les citoyens, les usagers, qui vont trouver ça inadmissible d'être reçus dans des conditions pareilles. Et ça, il y a des choses qui sont extrêmement bien montrées, ce fonctionnement en silo, le manque d'en transversalité dont on souffre beaucoup, l'insuffisance de lits, la dimension extrêmement financière, l'exigence de rentabilité. Pour dire le low cost, on va parler de segmentation, de la dualisation des offres, ne serait-ce qu'un train. Si vous prenez de la première classe ou de la seconde classe, vous êtes dans de la segmentation. Si vous prenez un Inouï ou un Ouigo, vous êtes dans de la segmentation. C'est-à-dire le train low cost, des gammes de produits. Exactement, c'est la gamification des produits, et on retrouve la même chose finalement en santé avec ceux qui ont la possibilité financière d'aller dans une clinique, d'être pris en charge rapidement, et ceux qui ne l'ont pas. Et il le dit à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez entendu, mais les soignants qui promènent cette dame là dans le brancard d'un hôpital à l'autre, et ils la ramènent et ils disent « donne un sens ». À un moment, ça ne fait pas sens, c'est inutile, c'est idiot. Et ça, on retrouve vraiment aujourd'hui la perte de sens au travail pour un certain nombre, j'allais dire, de personnels soignants, mais même au-delà d'agents des services publics qui essayent d'œuvrer pour l'utilité sociale, il faut faire des choses qui donnent sens, mais au final n'ont plus les moyens, n'ont plus la possibilité, et ça, on ne mesure pas à quel point travailler, mal travailler, le travail empêché, le travail de mauvaise qualité, c'est quand même extrêmement compliqué. Alors, il y a... Pardon. Et décourageant. Et décourageant. Certes. Oui, on a eu le Covid. Alors, on va venir vers vous dans une seconde. Juste poser une dernière question, qui est le grand absent par définition. On arrive, madame. Du film, c'est l'ordinateur. Aujourd'hui, il y a l'informatique, l'hôpital, c'est d'abord des écrans. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces écrans? Ils ont facilité les choses pour aller vers pas trop mal, ou est-ce qu'ils ont aggravé dans l'utilisation qui en a été faite? Le numérique, c'est un grand enjeu, mais ce qui est compliqué, c'est à complexifier. On va revenir, c'est de la complexification. Après, l'outil informatique, la digitalisation qu'on retrouve partout, et notamment à l'hôpital, ça a eu 2 effets. C'est que si ça vient pour remplacer l'humain, oui, eh bien, vous enlevez des voies d'accès. Si c'est quelque chose qui vient de manière supplémentaire, qui se rajoute, mais qui ne se substitue pas à, c'est pas problématique, c'est pas la même chose. Ça peut permettre des transmissions, ça peut permettre du suivi.
Si ça vient bureaucratiser, rajouter une couche de New Public Management en plus, du temps à perdre, parce que souvent, et d'ailleurs à l'hôpital, je crois qu'il y a d'autres, on voit très bien, vous avez l'informatisation, mais l'informatisation ne veut pas dire que vous avez arrêté le papier. Il continue à tout garder en papier, donc c'est un doublon. Donc on fait tout 2 fois. Au lieu de le faire une fois sur papier, de bien le conserver, de faire attention dans des belles armoires ou dans des post-it, où on voit des choses dans des boîtes à chaussures avec les papiers Bristol. Pour les plus anciens et plus jeunes ne savent pas forcément ce que sont les fiches Bristol, mais on classe dans des boîtes à chaussures des fiches Bristol et ils s'y retrouvent comme ça. Mais si on numérise, maintenant on fait tout plusieurs fois. Et en plus, je ne vous parle pas des enjeux des logiciels métiers, parce qu'on essaie de faire du pluriprofessionnel en santé, mais le logiciel métier du médecin n'est pas celui de l'infirmière. La cotation des actes ne se passe pas de la même manière. Donc il faut doubler à chaque fois le logiciel. Donc le numérique, il faut faire très attention. Et sur cette dimension, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais de la rentabilité, il y a aussi à l'hôpital, et ça il faut en parler pour la France, c'est très spécifique, on est entré dans l'ère de la T2A, de la tarification à l'activité, qui fait que toutes les maladies, toutes les pathologies ne valent pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont plus rentables à soigner pour des organisations, des entreprises, est-ce qu'on peut dire entreprise maintenant peut-être pour l'hôpital, je ne sais pas, ou si on considère que l'hôpital n'est pas une entreprise, il faudrait sortir de cette logique de la T2A et de la rentabilité. Sinon, parce que si vous avez des maladies rentables et d'autres qui ne le sont pas, vous avez intérêt à faire plutôt quoi? Les maladies rentables. Ce qui fait ce que font déjà les cliniques, c'est pour ça qu'elles sont rentables. Mais du coup, si il ne reste à l'hôpital que ce qui n'est pas rentable, vous n'aurez que des prises en charge déficitaires. Et à la fin, on va vous dire, vous êtes en faillite, vous êtes en dette. Et finalement, la mise sous tutelle de l'État viendra, on tapera sur le doigt des dirigeants de l'hôpital, des soignants, réduira les coûts, les équipements. Et ça amplifie, c'est ce que dans mon livre j'appelle le cercle vicieux des services publics, la détérioration des services publics aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus générique, mais ça s'applique très bien, assez bien à l'hôpital. Madame. Oui, je voulais dire qu'on parle beaucoup de système d'organisation des hôpitaux, ce qu'il y a derrière. Mais... Vous avez un micro qui arrive, porté par notre ami qui est adorable. Merci. On parle beaucoup de systèmes qui sont en jeu dans ce film, mais moi ce qui m'a frappé, qui m'a extrêmement ému, c'est qu'il y a une empathie qui est extraordinaire. Et quand on parle de Weissman qui montre, qui ne nous dit pas ce qu'il pense, on sent l'apathie tout au long, non seulement pour les patients, mais pour les soignants aussi, qui sont tous apparemment des personnages extrêmement, qui ont beaucoup d'empathie, même la police. Et quand vous avez demandé qu'est-ce qui a changé, je dirais que je connais bien la vie aux États-Unis, j'y vis la moitié du temps, et que c'est un côté de la vie qu'on ne voit plus aujourd'hui. L'empathie. On prend la mesure de ce qui a changé dans la société, du moins dans la société américaine qui a perdu ce genre d'empathie. Et j'étais vraiment extrêmement émue. Ouais. Jean-Xavier, l'empathie, c'est une composante des documentaires, des films. C'est quelque chose que tu dois restituer par la prise de vue, par le montage. Il y a un propos d'empathie. Je crois qu'il n'y a pas une seule manière de faire des films, de regarder une réalité. Moi, personnellement, oui, je me reconnais plutôt dans cette démarche, de regarder avec empathie, avec bienveillance, avec parfois tendresse les gens que l'on filme, que je filme, parce que assez souvent, il se trouve que on va être amené à filmer des gens qui sont soit dans le dénuement, mais en situation souvent de faiblesse, assez fréquemment. Et donc, c'est tellement simple de tirer parti de ça, et on a quelque part, on a un pouvoir avec la caméra. Et si on n'a pas construit des valeurs éthiques très fortes,
Et il disait aussi ce regard-là qui fait que il ne faut pas regarder le monde avec férocité ou cruauté. Je ne crois pas du tout. Si on n'a pas construit ça, bah, on fait pas. Je ne crois pas qu'on puisse faire de bons films. Mais après, il y a des très bons cinéastes qui ont notre point de vue. Mais juste peut-être sur ce rapport de Wiseman aux autres humains, vous avez souligné, il a aussi filmé des animaux, mais quand même principalement des humains. Bien sûr que la valeur de cadre qu'il choisit, ça joue. Enfin, il y a beaucoup de gros plans dans tous ses premiers films, ces films de la fin des années 60 et début des années 70. On est très près du visage. Si vous voyez High School, son film au lycée aussi, on est vraiment marqué. En fait, on a à peine les prénoms, on a à peine les noms. C'est pas des personnages. Les gens, on entend parfois leurs noms, mais pas toujours. Mais par contre, il nous reste en tant que corps et que visage. Donc il y a une empreinte qui est faite et qui passe par une esthétique photographique. Donc oui, il y a ça, mais cette empathie, elle est toujours dans une forme. Elle est dans une forme. Et puis l'autre chose, c'était par rapport à ce que vous disiez sur sa judéité, sur le fait qu'il a été victime d'antisémitisme, voilà, à l'université notamment. Il vient de Boston. Absolument. Et son père sans doute aussi, ses parents sans doute aussi. Ça forge quand même un type d'humour aussi, de distance humoristique, de reconnaissance d'une humanité commune et en même temps de distance. Et c'est d'ailleurs pour ça que la rétrospective Wiseman à la BPI à Pompidou s'appelle Nos Humanités. Je trouve que c'est un très beau titre qui joue sur le double sens d'humanité. Mais en tout cas, il y a quand même cette idée d'empathie, mais à travers aussi un humour. Et il y a toujours des moments drôles dans les films, mais qui sont cruels, si on veut, au sens de théâtre de la cruauté, mais qui sont plutôt absurdes et dans lesquels on voit bien que Wiseman et nous-mêmes, on est tous amenés à s'y reconnaître d'une certaine façon. Donc ça, et je ne pense pas que ce soit quelque chose de volontariste de sa part. C'est pas du tout quelqu'un qui est dans la bien-pensance, qui se met des barrières comme ça en disant ça je vais pas montrer. Par exemple, hop, quand il va vomir, je vais arrêter avant pour ne pas le montrer. Non, pas du tout. C'est l'humanité, elle va loin. Elle va de la vie, de la naissance à la mort et de son corps dans toutes ces manifestations. Alors, sur le point de montrer ou pas, il raconte que, je crois que c'est dans Hospital, il y a quelqu'un qui est électrocuté, il est environné par la famille, il est vraiment sur le point de mourir, et Wiseman a été saisi par le caractère intense du moment intime, et il a dit « on coupe ». Et dans le même temps, en réfléchissant après, il dit c'était une très mauvaise décision. Jamais je n'aurais dû faire ça. Y a-t-il d'autres questions, madame? Oui, alors je vais revenir sur le problème du consentement. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours un petit peu, même avec les films de Depardon par exemple, une espèce de gêne en me disant est-ce que ces gens ont voulu qu'on les filme comme ça, une espèce de voyeurisme. Et ça me fait exactement pareil avec, par exemple, les films de Nicolas Philibert, les 3 derniers films qu'il a tournés sur la psychiatrie. Et je me suis demandé, mais ces gens ne peuvent pas donner un consentement éclairé. Comment est-ce que ça se passe? Ça ne se passe plus. Non, mais pour Nicolas Philibert, je ne sais pas, il faut lui poser la question directement, mais c'est une... Non, mais bien sûr, ils ont consenti individuellement. Oui, Les oui, patients, oui. voilà. Oui, Ils ne peuvent pas bien sûr. consentir puisqu'ils sont Bien si sûr qu'ils peuvent. quelqu'un dedans. Évidemment qu'ils peuvent donner un Non, mais disons pour tempérer l'échange qu'il y a la famille. Ils ne sont pas seuls. Et donc ça peut aussi être un interlocuteur qui intervient dans l'autorisation, vous voyez, à pouvoir tourner, parce que la famille y voit un intérêt, elle pense que c'est important, et donc, voilà, le feu vert est donné. Mais je reviens sur ce que disait Jean-Xavier, ça devient un interdit de plus en plus lourd, qui a donc à la fois sa vertu, mais aussi sa version plus négative sur
la capacité que nous avons de rendre compte de la réalité. Tout à fait le problème. Mais est-ce que ça pose pas la question de l'articulation des au moins 3 niveaux dans le cinéma de Wiseman? C'est-à-dire, le premier, ce serait un peu sociologique, enfin sociologisant, Oui. et même ancré dans une réalité très précise. En l'occurrence, en 65, il y a eu tout un changement du système, par exemple, d'aide médicale aux États-Unis, Absolument. Medicare, Medicaid, qui est compliqué, mais qui en gros laisse des gens sur le carreau. Donc on peut être pris en charge entièrement, mais sauf certaines choses. C'est un truc assez compliqué, un montage assez compliqué, mais qui de toute façon laisse toute une partie de la population sur le carreau. Donc ça, ce serait, on pourrait dire, une radiographie très précise que donne ce documentaire, mais on n'est pas obligé de la voir. Et puis un autre niveau, ce serait le niveau purement rythmique dont on parle assez peu parce qu'on parle du sujet. Mais au fond, le film, il commence quand même avec, vous vous souvenez, un son qui n'est pas le son naturel là, dans l'espèce de salle d'opération, et en fait qui est une espèce de machine. Alors, on parlait des machines, des ordinateurs maintenant, il n'y en avait pas, il y avait peut-être un peu des punch cards, Oui. l'ancêtre des ordinateurs, mais en tout cas, c'est quand même étonnant qu'il ouvre son film justement sur le contraire de son principe habituel, qui est le son, entièrement le son direct, Oui. et qui est ce truc mécanique et qui est une sorte de rythmique. Bon, en tout cas, il y a tout un niveau rythmique de son cinéma, quasiment musical, dans le montage et dans le son. Et puis le troisième niveau, c'est ça, c'est-à-dire c'est le niveau qui s'articule à l'humanité au sens générique. Et c'est pour ça que ces films, ils ont des titres qui sont le lycée, hôpital, lycée, bibliothèque, etc. C'est pour dire, d'accord, je suis américain, je filme là à tel moment, mais en fait, c'est nous, c'est notre existence à tous. Et dans ce sens, et alors là, vous ne serez peut-être pas du tout d'accord, madame, c'est vrai que on est tenté de vouloir quand même tout voir de tout le monde. Et bien sûr que le consentement individuel, de toute façon, il est dans le droit et à le droit à sa propre histoire, et on est maintenant. Mais on se dit que, comme vous disiez, il y a des moments d'intimité qu'on perd parce qu'ils ne peuvent pas être stylisés, on pourrait dire, et immortalisés dans un film qui est vraiment une œuvre d'art et qui ne cherche pas à être charognarde, enfin qui cherche à aussi lui donner une forme, vous voyez, d'abstraction générique, quoi. C'est là où ça. Il y a un autre élément d'information, je trouve stupéfiant, et qui, à mes yeux, devrait être une sorte de loi du reportage, pour le coup, c'est que Wiseman ne fait pas de repérage, et donc, dès qu'il arrive, il tourne. Et ça, je trouve que c'est absolument considérable. Ça pourrait être la devise du bon reporter, de découvrir en tournant. Et, il y a, je trouve là une source d'authenticité du regard tout à fait troublante par rapport à l'optimisation qui voudrait qu'on ait déjà tout repéré, qu'on a même fait un storyboard complet du reportage, et cela, ça se fait y compris pour les journaux de 20 heures. Donc, c'est seulement la puissance destructrice d'une guerre qui fait que la demande formelle ne peut plus être effectuée et que par définition on retrouve le respect du reporter de terrain qui ne peut pas vous livrer avant comme ça le storyboard de ce qu'il va tourner. D'autres questions? Monsieur. Là-bas. C'est une courte information et puis une remarque qui déclenche des questions. La courte information, puisque vous avez dit que Frédéric Wiseman aime beaucoup le théâtre, c'est pour dire, peut-être ça intéressera quelques personnes dans cette salle, il y a des jeunes comédiens qui vont travailler à une version théâtralisée de ce documentaire qu'on vient de voir, et qui sera l'objet d'une restitution au Théâtre des Quartiers d'Ivry, assez prochainement. Donc il y a peut-être des gens... Merci pour cette info. Là. Et après, la remarque que je me suis faite, je suis d'accord avec l'empathie là, dont parlait la dame. Je me disais, peut-être ça a évolué, mais moi, quand je vais à l'hôpital, je n'ai pas cette qualité d'écoute, de temps passé par les soignants. Il y a des fois des scènes beaucoup moins agréables, on va dire, pour les patients que ce qu'on a vu là. Moi, je les ai trouvés
assez remarquable. Et je comprends qu'il n'y ait pas de censure dans un cas comme ça, parce que ça donne pour moi une très belle image de l'institution. Mais il y a quand même quelque chose qui est contradictoire avec ça, que je trouve très violent, c'est qu'au niveau du discours, ce sont essentiellement des questions. Il y a très très peu d'échanges autres que des questions, des enquêtes. Alors bien sûr c'est nécessaire qu'il y ait une partie d'enquête, mais est-ce que ça vient donc du montage, où il y a essentiellement les questions qui ont été posées? Est-ce que ça a des répercussions sociologiques, cette importance des questions? Et quand on parlait de l'ordinateur, j'ai l'impression que l'ordinateur aussi, c'est une violence qui vient par le fait qu'on nous demande beaucoup de choses, on nous demande plein d'informations. Voilà, ça c'est ma remarque. Merci, monsieur. Non, moi, je trouve ça, Vas-y, sur les questions. beau comme lecture, comme écoute d'un film, Ouais. de dire ah ben tiens, le régime là C'est vrai. de parole, c'est la forme interrogative. Donc je pense que si vous vous êtes dit ça, on peut penser que Wiseman lui-même, en écoutant et en réécoutant, c'est à ça qu'il a prêté oreille et il a peut-être accentué au montage. Et aussi pour dire, et ça rejoint le côté un peu contrôle social dont vous parliez de l'hôpital, c'est quand même le lieu où on est le plus vulnérable parce qu'on est à l'horizontale, enfin avant le cimetière, disons. Voilà, on est l'objet de questions dans le sens, alors c'est pas l'interrogatoire policier, mais on est obligé de répondre si on veut survivre d'une certaine façon. Donc ça, je pense qu'il y a été sensible et à ses implications politiques. Mais là encore, je pense, en étant attentif, lui, en tant que cinéaste, à pas faire un film idéologique. Je sais pas comment dire, qui figerait quelque chose, comme quoi ce service public serait soit entièrement policier, soit une espèce de béatitude du soin et de l'écoute et de la... Oui, non, c'est plus complexe, c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que on peut être un policier, se poser de bonnes questions, ne pas être idiot, voilà. Je trouve que cette remarque sur les questions, c'est un grand moteur, en fait, cinématographique, pour moi, la question. C'est un moteur journalistique qui fait qu'une question en appelle une autre. Et c'est ainsi qu'il peut y avoir une progression du récit. Parce que, effectivement, on est allé de question en question et donc de thématique en thématique. Alors, madame, mais je sais la question initie l'interaction. Donc ça, absolument, absolument. On est dans l'interaction avec la Absolument. question. Et si je peux compléter le temps que ça aille jusqu'au Oui. monsieur, la différence c'est aussi qu'on n'a pas les mêmes moyens. Dans le film, on voit bien quand Steve là, du Minnesota est en train de vomir par terre, il a des personnes avec lui silencieuses qui là ne disent rien, mais qui sont là. Il y a une présence silencieuse, rassurante. Il est désespéré, il est angoissé, il a une peur terrible. Et là, on voit qu'il y a une présence que non plus aujourd'hui la possibilité d'avoir, vous allez aux urgences la nuit. Il n'y a pas assez de soignants, le temps d'attente est je crois, à la PHP, il y a plus de 6 heures d'attente pour être prise en charge en fonction de la priorisation, voilà, du tri qui va être fait de la gravité de votre état. C'est extrêmement compliqué. Donc, je pense que c'est une question aussi de moyens humains qui ont été, je ne sais pas si vous voyez tout ce que c'est que le lean management, mais quand on a le lean management, ça consiste à couper le superflu et qu'on vous remet une dose de lean management, on recoupe le superflu quand il n'y a déjà plus beaucoup de superflu. Vous coupez quoi? Quand la personne est absente, quand vous avez des absents dans le service, parce que justement c'est très dur, du coup vous laissez la moitié des malades, vous en occupez pas, les aides-soignantes elles n'y vont pas, ou vous faites plus vite, moins bien, tout le reste. Donc je pense qu'il y a une question vraiment de moyens humains qui aujourd'hui sont vraiment à l'os. Et ça c'est très compliqué parce que comme on est toujours on raisonne en termes de coûts. Et comme on voit le service public uniquement comme un coût et non pas comme des coûts évités, parce qu'en soignant les gens tôt, c'est des frais de soins qui seront en prenant la maladie au départ, en évitant des... Finalement, tous ces coûts évités, c'est extrêmement compliqué de les faire entrer dans le tableau Excel de celui qui va essayer de désendetter l'État. Donc c'est pas évident de faire comprendre ça. C'est d'actualité. Mais oui, et cette présence rassurante avec Steve, que vous voyez, aujourd'hui, il n'aurait plus de raison d'être. Ça serait un coût superflu qu'il faudrait couper, il n'y aurait personne. Il serait dans une salle seul. Et la caméra, il croirait sûrement que c'est d'ailleurs une caméra de surveillance qui le surveille, et pas du tout qu'il est en train de filmer par un cinéaste.
Peut-être qu'il pensait ça, il n'avait pas l'air bien, peut-être. Je ne sais pas comment il a pris les choses lui-même. Oui, c'est ça. Alors, Juste pour dire que si des gens n'ont pas vu le film qui s'appelle Welfare, qui dure 2h47, mais qui est un peu, à mon avis, l'un des chefs-d'œuvre vraiment de Wiseman, c'est complètement dans le prolongement de Hospital absolument. là-dessus, Absolument. sur l'idée d'un creuset de toute la population new-yorkaise qui se retrouve dans Ouais. ce lieu d'aide, et comment ce lieu d'aide peut et ne peut pas les aider, et comment l'individu qui travaille à l'intérieur de ce système est lui-même écrasé par, et, bon, bref. Donc Welfare, c'est le prolongement de Hospital. Monsieur, et après on reviendra. Le monsieur au fond. Qui, Ah, le monsieur au depuis fond. le début, oui, il a Ah, pardon. Mais Alors, allez-y. Le monsieur au fond, alors allez-y, puis on demandera aussi au monsieur au fond. Brièvement, 1000 fois d'accord avec Charlotte Garçon et sa recommandation que je relaye. Si Oui. vous avez aimé Hospital, vous adorez Welfare. Ma question porte sur la durée des documentaires de Wiseman. Celui-ci est d'une durée comestible, 1h20, 1h30. Mais comme certains le savent dans la salle, ces documentaires plus récents sont plus longs. Plus longs au point de devenir obèse, plus loin au point d'exténuer le spectateur, 3h30, 4h. Je crois qu'il y en a même un que j'ai pas vu qui dure 8 heures. Ah, c'était Ma question, le c'est meilleur. pourquoi? Ou, pour poser ma question autrement, est-ce que ce film, ce documentaire, est-ce que Hospital serait meilleur s'il durait 4 heures? Et est-ce que Berkeley ou City Hall ne serait pas meilleur s'il durait 3 fois moins? Jean-Xavier, la durée. Ah non, mais t'es venu là répondre. Hein. Moi, j'ai fait un documentaire qui fait 13 heures. Mais par contre, je m'insurge un peu contre le fait de dire que ceux qui font 4 heures, c'est des documentaires obèses. Parce que, en fait, si vous y allez, parce que là, vous êtes trahis, vous nous avez dit que vous ne les voyez pas quand ils sont trop longs. En fait, vous découvririez qu'ils ne sont pas trop longs. Et qu'en fait, à Berkeley, ça passe beaucoup plus vite qu'un film qui peut durer 1 heure, mais qui a un ressenti beaucoup plus long. Donc en fait, je pense que c'est plutôt là encore, il est très sensible au rythme, enfin il façonne un rythme, il a un sens, une oreille musicale, et donc la durée, comment dire, je pense pas qu'il y ait de superflu, pour parler lean management du montage, je pense pas qu'il y ait de superflu quand il fait un film plus long, il se laisse pas aller, il n'y a pas de, comment dire, c'est pas, vous voyez, c'est Il n'y a pas pas de relâché. ventre mou, comme on dit. À la limite, je trouve ces premiers films plutôt trop courts, dans le sens où chaque séquence, en fait, on sent que... Non, il y en a qui sont coupés, mais c'est vrai qu'il y a un sens de la coupe un peu trop... puis bon, qui est dû aussi à la bobine dont vous parliez. Et oui, Il a raté beaucoup de choses quand la bobine ne tournait pas en permanence. évidemment. Monsieur, tout au fond. Oui, bonsoir. Je suis un peu étonné d'une certaine lecture qu'on peut avoir et de la beauté formidable de cet hôpital et de ses soignants, mais il me semble qu'on oublie beaucoup de choses. Ils sont souvent très seuls, ne serait-ce que tout le début du documentaire, ces gens attachés, posés sur des brancards dans des fois, il n'y a personne avec eux. Le jeune homme qui vomit, il est tout seul. C'est la caméra. Quand il est tout seul, détaché, que les policiers sont partis, qu'il est en train de vomir par terre, qu'il met les mains dedans, il est tout seul. Il n'y a plus de soignants à ce moment-là avec eux. C'est des policiers. Et les policiers sont sortis de la pièce et ils reviennent juste après en disant oui, ça va aller. Bon, bref, ça c'est. Dont acte. L'autre question que j'avais, justement sur les effets du documentaire et de ce qui se passe après, puisque c'est aussi la question du service public, c'est je me disais, mais qui aurait envie d'aller se faire soigner là-bas? Oui, mais ils le disent, l'infirmière a dit, mais personne ne veut être à l'hôpital. Tout à fait. Personne n'a envie d'être à Tout l'hôpital. à fait. Mais c'est aussi de ça dont je trouvais intéressant de parler. Je me dis qu'il y a un petit biais de recrutement quand on est là dans cette salle-là aujourd'hui. C'est qu'on vient et pour voir ce film et avec l'idée quand même de la question du service public. Oui. Je suis médecin du service public, donc je me disais là, qui dans cette salle, voilà, irait volontairement parce qu'il a besoin de soi, mais irait à l'hôpital public ou supporter ça, ou plutôt irait à la clinique à côté ou aux urgences privées parce qu'il n'y aura pas d'attente, parce que ça ira plus vite, parce qu'il y aura la chambre
avec la télé tout seul, etc. etc. Mais vous voulez dire que nous, on dit que ce qui montre, c'est un soin bien organisé ou... Non, vous avez l'impression que notre propos était d'admirer, disons, le fonctionnement de cet hôpital mais oui, mais à heureusement. travers le film. Mais il y a quelque chose de très admirable dans tout ça. Mais pas que. C'est qui c'est qui irait supporter pour se faire soigner soit en son nom, volontairement, en effet, l'attente dans des couloirs sales où ça pue, où il n'y a pas assez de monde, où il faut attendre. Plein de gens qui vont encore aujourd'hui, mais c'est la différence entre les États-Unis et la France, où aux États-Unis c'est complètement segmenté, et la dualisation est déjà avérée depuis longtemps entre public-privé, ceux qui vont dans les cliniques et ceux qui choisissent les hôpitaux. On s'en rapproche, mais aujourd'hui encore, l'hôpital public français, malgré toutes ces problématiques qui sont les mêmes, pas assez de moyens, pas assez de personnes, c'est pas forcément, les murs sont pas entretenus. Regardez, vous voyez, c'est décrépit, vous voyez même la fissure. Mais par contre, vous savez que vous allez être bien pris en charge. Encore, il demeure la qualité, l'expertise des soignants, la qualité, le matériel des gens qui sont le professionnalisme. Et ce qui fait que on appelle encore, et ça c'est c'est crucial sur les services publics, c'est très significatif. On dit encore mon école, ma mairie, mon bureau de poste, mon hôpital, ma maternité. Et les gens essayent de défendre ces lieux-là qui sont en train de fermer petit à petit, qui sont malmenés. Alors bien sûr, s'il n'y avait pas autant de temps d'attente, s'il y avait la possibilité de ne pas les laisser seuls, que quelqu'un ne court pas entre deux brancards, ça serait tellement mieux. Mais encore, on n'est pas encore quand même au stade de la déshérence et de l'abandon, pas encore. Enfin, je sais pas si... Alors peut-être pour répondre à votre question, on pourrait aussi dire que c'est le travail de Weizmann et de tous ceux qui essayent de montrer le réel qui fait que on peut en venir à se poser ces questions, la question que vous posez, et à être un citoyen exigeant. Ça a une vertu d'information, d'éclairage, d'un regard qui sert à quelque chose, et de savoir si oui, on veut aller dans des endroits comme ceux-là, avec des gens qui ont cette bienveillance du quotidien, mais qui sont pris dans des difficultés de système considérables. Et donc de poser avec en plus un mérite que nous avons souligné, la question dans sa complexité, sans caricaturer. C'est quelque chose qui fait tellement de bien par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. La prise en compte de cette complexité qui voit à la fois la bienveillance et l'absence de sens, l'absurdité, la violence de cette dame qui en plus s'appelle Hightower. Ça ne s'invente pas. Donc voilà, il y a, je trouve là toute une leçon à retirer sur la manière de faire, sur le projet politique de ce type d'image qui est pour moi de première considération pour des gens qui ont une tâche de se confronter avec la réalité, d'en rapporter des morceaux et de vous laisser vos libres opinions. Et soyons clairs, je pense que ce qu'on a voulu dire, et sinon c'est qu'on s'est mal exprimé, mais c'est pas que ça montre un hôpital idéalisé. Là, clairement, ce documentaire, pour moi, il montre les dysfonctionnements de l'hôpital tels qu'on les retrouve aujourd'hui, avec des dilemmes moraux. Est-ce qu'on appelle l'ASE ou pas, la protection à l'enfance, mais on va diligenter une enquête, donc il va être placé, cet enfant. Est-ce que ce père, on l'hospitalise, on le force à se soigner, mais il a ses enfants seuls à la maison? On le laisse rentrer, on ne laisse pas rentrer, qu'est-ce qu'on fait? Tous ces dilemmes moraux, on les retrouve, toutes ces injonctions contradictoires que rencontrent tous les agents du service public, et pas que les soignants, parce que les non-soignants, la dame de l'accueil, elle le rencontre aussi. Est-ce qu'elle priorise? Qui elle priorise? Comment elle priorise? C'est extrêmement compliqué, et toutes ces injonctions contradictoires, elles apparaissent. Et c'est pas souhaitable, et c'est pas forcément ce qu'on souhaiterait pour nous ou pour d'autres. Alors, il y a la grande injonction contradictoire qui est qu'on dit que c'est l'heure, et cette tentation. Alors, dites au moins ce que vous souhaitez dire, madame,
Moi, Madame. j'allais dire, et Dieu dans tout ça. Oui, De la fin, du discours de la fin. pourquoi pas. Et tout le reste, Madame. Je voudrais simplement rappeler Oui. que 1970, c'était la veille de la faillite de New York, de la ville de New York. Tout à fait. Et il se trouve que je suis ici, je ne connaissais pas du tout Wiseman. Wiseman, mais j'ai été une fellow, donc une boursière à l'hôpital de Metropolitan. Ah, J'ai été donc diable. à l'école, ce qu'on appelait la New York Medical School, Oui, qui avait 2 volets pour la formation pratique. Il y avait Metropolitan et de l'autre côté, sur 5e avenue, il y avait Fifth and Flower, Ouais. qui était l'hôpital, qui était la clinique, en fait, Mm. la clinique. Et donc, j'y étais en 73, donc 3 ans plus tard. Et c'était la faillite de New York, mais vraiment qui se révélait, puisque j'étais avec un groupe d'étudiants français. Je ne vous dirai pas dans quelles conditions, parce que c'est non, très spécial. restons discrets. Et beaucoup d'étudiants étaient dans des centres de planning familial Oui. pour justement anticiper sur les besoins J'entends. de la France. Et ils ont été l'un après l'autre exclus de leurs services qui fermaient. Waouh. Tout était fermé. Donc, ça, c'était une information. Et la deuxième information, c'est que tout ce que vous avez vu se passe au service d'entrée. Oui, c'est des C'est-à-dire, voilà. urgences. Donc, il y a à la fois les urgences, les consultations, C'est vrai. qu'on appelle aujourd'hui, vous qui avez étudié la réorganisation des hôpitaux, les consultations non programmées. Quand on est dans des déserts médicaux, il faut bien qu'il y ait un petit service dans les hôpitaux. Et la troisième chose, simplement, l'hôpital était quand même très bien organisé, puisque j'exerçais, moi, au 4e étage, en neurologie, et j'étais entouré essentiellement d'Indiens, d'étrangers. Il n'y avait pas un seul Américain, et de médecins américains. Et j'ai été parfaitement entraîné par Prise en charge par des tout ce Indiens monde. qui avaient été formés à Queen Square, à Londres. Voilà. Merci beaucoup, Madame. Juste dire que Wiseman est né le 1er janvier 1930. Autre moment de grande catastrophe financière, de crise. Et voilà, tout ça n'est pas insensible. Peut-être un dernier mot, Madame, vous vouliez dire? Juste un petit mot. Moi, mon étonnement en ayant travaillé aux urgences, c'est que ça n'a pas beaucoup évolué et que la seule chose, vous en parliez tout à l'heure, c'était le fait de la présence et d'avoir du temps. Ouais. Là, je les trouve très techniques et se cacher derrière leur théorie avec beaucoup de questions, comme vous le disiez tout à l'heure. On l'a peut-être moins maintenant. Bon, en tout cas, il y a une proximité avec les patients à l'heure d'aujourd'hui. Mais par contre, on n'a plus de temps. On a l'ordinateur, en effet, qui fait frontière avec les patients. Et là, la différence, c'est que là, il y a de la proximité. Les gens y vont, mettre les mains dans le sang, ce qui n'est plus le cas. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on ne verra plus. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas l'impression que ça a évolué. Et les problématiques, en tout cas, d'assistante sociale qui ne viennent pas, toutes ces problématiques de fond et qui bloquent le système, sont toujours les mêmes. Alors, je salue à nouveau Jean-Paul Marie du prix Albert Londres et Hélène Lamtron. Merci d'être venus, merci à tous. C'est chaud au cœur de voir cet intérêt pour les documentaires, les images. Continuez. Merci à Emile de nous avoir permis cette réunion, à vous tous. Et à toi de nous sortir toute la collection en revue et corrigée, si je vous dis, film de Wiseman.